tes premiers débuts de vrai professionnel après ton stage de 3 mois à Poissy. Tu prends tes quartiers dans la prison de Fresnes, la grande prison, sûrement la plus grande prison de France. Après ces premiers moments difficiles, qu'est-ce qui te reste en mémoire de cette prison et de tes premiers jobs dans cette prison? Mais déjà, quand je suis arrivé, bon, c'était bien, j'ai analysé, j'ai vu la prison, mais je n'avais pas de logement. Donc, la première des choses que j'ai fait, j'ai demandé au service social, excusez-moi, mais j'arrive de Toulouse, enfin de Montauban, et comment je suis logé où? Ah ben écoutez, logement, il faut en chercher un. Nous, on ne vous fournit pas de logement pour le moment. Il faut faire des demandes aux assistantes sociales, mais vous n'aurez pas de logement en 3-4 mois, et peut-être même plus. Donc, il faut vous débrouiller par vos propres moyens. Donc, je me suis débrouillé. Pendant 15 jours, 3 semaines, je suis resté seul, même un mois. Donc là, j'étais logé à la prison. Ils avaient des genres de cellules arrivant, enfin des cellules, des pièces où on pouvait loger le personnel ou les gens qui faisaient des transferts de détenus et qui passaient une nuit là. Donc il y avait des bâtiments prévus pour les visiteurs. Donc j'ai créché là pendant un mois, le temps de me retourner, puis ma copine est montée. Et là, on a cherché des appartements, mais sans sous, sans caution, sans rien, c'est difficile. Donc on est allé à l'hôtel. Premièrement, on a vécu 6 mois à l'hôtel Montrouge, petite pension de famille, hôtel, 15 mètres carrés, on ne pouvait pas manger, mais on avait une grande chance, c'est que à la prison, il y avait le mess pour le personnel, donc là, on était bien, parce qu'on mangeait pour 8 € le repas, 8 francs à l'époque, 8 francs le repas, donc c'était pas très cher. Elle travaillait? Et mon épouse, enfin ma copine ne travaillait pas, il a fallu qu'elle trouve un boulot, donc elle a trouvé de suite un boulot à Orly, la zone de fret. Elle a fait plusieurs boulots en intérim d'abord, et puis après elle en a trouvé un à Orly où ça lui a plu, et puis comme elle a bien travaillé, et ils l'ont gardée. Elle est passée en CDI, et puis elle est restée là jusqu'à ce qu'on soit muté. Voilà. Donc sur ces entrefaits, dans les 6 mois, là, on a ardemment cherché à se loger. Donc on a trouvé un petit T2 par le biais de relations avec les collègues, des anciens. J'ai trouvé un T2 à Thiers, dans le Val-de-Marne, à 7-8 km de Fresnes. Et là, donc, on a réussi à avoir notre appartement, T2, sympa, tranquille, où on y est resté jusqu'à la naissance de Sébastien, en 1980. Alors, tu es donc à la prison de Fresnes, tu es encore très jeune par rapport, j'imagine, à l'ensemble de tes collègues. La moyenne d'âge est plus âgée que la tienne. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes de ton âge? Il y en a quelques-uns quand même, mais 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Ils avaient tous quand même minimum 30 ans, 35. À l'époque, on pouvait rentrer en administration jusqu'à 39 ans. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les bâtiments, dans des boulots qu'ils ont perdus, et donc ils se reclassaient un peu dans l'administration, comme ça recrutait, donc ils sont rentrés là-dedans. Bon, moi je suis rentré à 20 ans, il y en avait d'autres, quelques-uns, mais pas beaucoup. Franchement, je crois que je faisais partie des plus jeunes de la corporation, de ma corporation. Je sais que tu es devenu assez vite chauffeur, tu as été aux hôpitaux, mais avant ça, tu as été un vrai gardien de prison, un vrai surveillant de prison. Quelles ont été tes premières missions au sein de la prison de Fresnes? Eh bien, ma première mission, ça a été que j'ai été affecté à la 3e division, puisqu'il y avait 3 divisions, donc moi j'étais affecté à la 3e division. Et là, on était affecté à cette division, on n'y bougeait pas. Donc il y avait le quartier de haute sécurité, plus le quartier des isolés, qui faisait partie de la 3e division. Et donc là, je travaillais dans les étages, quoi. J'avais un travail de gardien, purement et simplement. C'est-à-dire qu'on était affecté, il y avait 3 étages d'un côté, 3 étages de l'autre, plus le quartier disciplinaire et le quartier d'isolement, qui était au rez-de-chaussée. Et donc, en fonction des plannings que le gradé faisait, on était soit au 3e étage, soit au 2e, soit au quartier des QHS, soit on était au quartier isolé, ou au mitard, puisqu'il y avait le mitard aussi dans ce coin. Donc, on était affecté là et on faisait notre service de 6 heures, soit 13h, 19h, soit 7h, 13h, et puis la nuit. Et puis voilà, et puis ça tournait, on n'était jamais au même poste. On faisait aussi des postes en Mirador. Parfois, on n'était pas en détention, on était en Mirador. Donc là, il y avait 7 Miradors, la prison de Fresnes.
Et on rentrait dans le premier, on sortait 6 heures après, quoi. Toutes les 50 minutes, il y avait une poussette. Et on passait tous les miradors les uns après les autres. Alors le jour, ça allait, c'était sympa. Mais la nuit, c'était affreux. Quand on rentrait dans le premier mirador à minuit et qu'on en sortait à 7h moins 20 le matin, eh bien, c'était affreux. Il fallait tenir les yeux ouverts. Et puis c'était très sérieux parce qu'on avait les gradés à l'époque qui chassaient les jeunes. Hein, c'était des loups blancs. Ça veut dire quoi, qui chassaient les jeunes? Ils essayaient de gratter les jeunes s'ils faisaient une petite connerie, ils étaient méchants. Ils n'étaient pas gentils, les gradés, dans l'administration à l'époque, comme tout gradé. Alors donne-moi un exemple, par exemple. Ben, par exemple, c'est qu'un jour j'étais au Mirador, dans un Mirador, dans une guitoune, qui faisait partie du Mirador. Il faisait froid et tout, et puis dans le sac, on portait notre gamelle pour la nuit, quand on tournait. Et donc, tout le monde avait son petit poste transistor dans le sac, mais c'était interdit. Mais bon, il fallait quand même qu'on s'occupe, parce qu'il ne fallait pas dormir, il fallait surveiller, il fallait faire gaffe au gradé, qui était à l'époque le lieutenant, hein, qui passait dans les rondes, et puis qu'il fallait rien à signaler brigadier. Et puis un jour, il vient me voir, et puis il me dit, monsieur, vous avez le poste. Alors, il était monté au 3e étage de la 3e de la division, et d'en bas, soi-disant qu'il m'avait vu sortir le poste du sac. Hein, mais bon, moi je lui dis, excusez-moi, mais c'est pas vrai, j'ai pas de poste. Désolé, j'ai pas de poste quand il est venu me voir. J'ai dit, j'ai pas de poste, désolé. Ouais, vous passerez au bureau. Il m'a foutu quand même un questionnaire en disant que j'avais un poste et que j'avais refusé de lui montrer le sac. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de me fouiller le sac, donc j'ai pas de poste. Vous m'avez pas pris sur le fait, donc je vois pas pourquoi vous me dites que j'ai un poste, moi j'en ai pas. Voilà, et ça s'est arrêté comme ça. Comment c'était un Mirador? C'est une petite... T'es tout seul? 1 mètre carré. 1 mètre carré, c'était pas les Miradors de la prison Saint-Michel, hein. Ils sont un peu plus grands, ça. C'était les Miradors, des guitounes avec des vitres coulissantes, sans double vitrage. Quand il faisait moins 7 l'hiver, ben, on se gelait. Hein. On avait une petite chaufferette à résistance, on se chauffait les pieds dedans, et puis on se gelait. Et puis il fallait pas dormir, il fallait surveiller que les détenus s'en aillent pas. Et il fallait aussi surveiller qu'il n'y ait pas le gradé qui passe, toujours à l'affût. Des fois, on faisait plus gaffe au gradé qui allait passer, qu'il fallait sortir et lui péter une raquette en lui disant rien à signaler, brigadier, plus que les détenus, parce que les détenus, on voyait bouger, la nuit, il n'y a rien qui bouge, donc c'est plus facile. Mais le gradé, il rasait les murs, des fois. Il rasait les murs pour essayer qu'on ne le voit pas, pour nous surprendre. Et ça a servi à quelque chose une fois dans ton expérience de surveillance des Miradors? Dans les Miradors? Bah, disons que ça m'a servi d'expérience, on le faisait quand même, on avait toujours le transistor, c'était quand même notre outil de travail principal, parce que sinon... T'écoutais quoi d'ailleurs? Bon, un peu toutes les radios, ce qui était du moment, quoi. Et à l'époque, c'était quoi? RTL? Bon, il y avait RTL, déjà toutes les anciennes radios, et puis il y avait des radios des grosses têtes, Coluche, des conneries comme ça, et puis on écoutait ce qu'il y avait la nuit, hein, c'est comme on trouvait. Et ça t'est arrivé de voir une évasion pendant que tu étais en faction? Ça m'est arrivé à Toulouse, ouais. Ça m'est arrivé à Toulouse. On peut le raconter? Ouais. J'étais dans un Mirador la nuit, et on était 3 collègues, et comme on était dans les Miradors la nuit, on avait des téléphones qui se reliaient. Donc, pour pas dormir, et pour s'occuper aussi, on discutait toute la nuit quand on était au Mirador. Salut, ça va, qu'est-ce que t'as fait hier? Ouais, moi j'ai fait ça. Moi j'ai monté le magasin de pizza. Enfin, on racontait chacun notre vie. Et puis, tout d'un coup, on voit au loin quelque chose qui brille contre les murs. Putain, je dis à mon collègue, je crois qu'il y a une évasion. Et on regarde, et puis lui pareil, comme il était de l'autre côté, on regarde, on voit l'échelle contre le mur. Et le détenu qui commence à partir. L'échelle à l'intérieur. L'échelle à l'intérieur. Donc mon collègue, il était du côté de mon collègue, il prend le fusil, il le braque, le type il se met à 4 pattes dans le mur, et puis là on a donné l'alerte, et puis c'est les collègues qui étaient à l'intérieur qui sont allés armés le chercher dans le mur de Ronde. Et il a fini au trou. Il a fini au trou, ouais, ça c'est sûr. Il a fini au trou. Et il s'était procuré une échelle, le mec. Il s'était procuré une échelle. C'était quelqu'un qui travaillait dans un atelier. Et le chef d'atelier avait oublié, apparemment, de mettre l'échelle sous clé dans un cagibi. Et le gars le savait.
Et donc quand il est sorti, là, avec ici les barreaux, quand il est sorti, il savait que le KGB était ouvert et qu'il y avait une échelle, donc il l'a prise et il s'est servi de ça. Ah oui, comme quoi c'est utile d'être au Mirador. Ah ben ça, de toute façon, il y avait toujours quelqu'un au Mirador. Tout le temps, 24 heures sur 24. Donc à Fresnes, ces sessions de surveillance par les Miradors sont dures et froides l'hiver, chaudes l'été, et surveiller les zones intérieures comme le Mitard, comme les QHS ou les quartiers d'isolement, ça consiste en quoi? Ben là, disons qu'on est dans le quartier même où se trouve le Mitard, qui est fermé, avec 7 ou 8 cellules qui sont destinées aux gens qui sont punis. Donc là, il faut leur servir la soupe, il faut être à leurs petits soins, quoi. Quand ils sortent, il faut faire attention, parce qu'ils sont quand même censés être dangereux. Quand on est au Mitard, c'est qu'on a fait des conneries. Hein, si on a fait des conneries, soit on a tapé sur quelqu'un, soit on a cassé la gueule à un collègue à lui, un détenu, soit il a voulu insulter un surveillant, enfin, ou alors il a menacé quelqu'un, ou il s'est battu, enfin... Voilà, donc ces gens-là sont des gens particulièrement dangereux qu'il faut surveiller de près. Donc on y allait toujours à deux, on était en permanence à deux là, quand on ouvrait les cellules. On leur servait la gamelle, ils avaient une grille devant. Donc on ouvrait la porte, il y avait encore la grille avec les barreaux, et là on ouvrait, on lui faisait passer les plats, il y avait un carré, on faisait passer la gamelle par le plat, par le passe-plat. D'accord. Et il y avait au bout de quelques semaines, quelques mois, il y avait, j'imagine, des échanges verbaux. Des échanges... Non, parce qu'ils bougeaient pas trop dans ce quartier. Il fallait faire gaffe, mais ils étaient déjà punis, ils avaient pris 30 jours de mitard. Quand on est dans un mitard, on dort sur un lit en ciment. Il n'y a pas de drap, à poil, souvent. C'est pas évident, c'est pas la belle vie. La fenêtre qui est à 3 mètres de haut, un petit finestrou qui donne dehors, un WC à la turque sans truc d'eau, rien, on appuie juste sur un bouton. Enfin, c'est très très basique, une table en ciment, donc on n'a pas mis d'y passer, on n'a rien, on a droit à rien. Hein, on a droit à aucune manger, boire et dormir, hein, c'est tout. Donc c'est pas évident pour eux, donc ils se tiennent bien quand ils sont là. Oui, ma question, moi je l'ai mal formulée, c'était est-ce que il arrivait que tu lies connaissance avec certains prisonniers? Non. Non. Chacun reste sur son compte à soi, il n'y a pas de... Bon, non, on ne liait pas de quoi que ce soit avec ces gens-là. Plus sur les gens qui sont en détention normale, là, bon, on discute puisqu'on vit avec eux, hein, on travaille avec eux, on vit avec eux, on connaît tout parce qu'ils racontent souvent leur vie. Hein, donc voilà, on discutait un peu, on savait un peu à qui on avait affaire. Et des fois, c'était même intéressant, hein, parce qu'il n'y a pas que des cons qui sont en prison. Hein, il y a des gens bien. Moi, j'ai gardé le comptable à Dassault, à Fresnes, Monsieur Devater. Il avait escroqué 400 millions d'euros, pas d'euros, de francs à l'époque. À l'époque, donc, il avait pris 4 ans de tôle. Et puis, il m'avait dit, vous savez, monsieur... Moi, je ne suis pas un voyou, hein. Moi, je suis un type bien, hein. J'étais comptable chez Dassault. Voilà, bon, j'ai fait une petite escroquerie, c'est rien de bien méchant. Dans 3 ans, je suis dehors avec les grâces. Hein. Et puis voilà, donc il avait 400 millions de côté. Et il était tranquille, il avait placé ça à l'étranger, en Suisse, je ne sais pas où. Et puis voilà. En fait, à Fresnes, le métier t'a pas déplu. Non, il ne m'a pas déplu, mais moi, non, c'est pas que le métier m'a déplu, c'est que pour moi, c'était pas un métier où on pouvait évoluer tant et plus, quoi. Voilà. Et moi, j'avais envie d'autre chose que... Bon, c'est sûr que j'ai passé l'examen de lieutenant, là, et là, j'avais les portes ouvertes pour finir directeur de prison, hein, si j'avais voulu. Hein, donc, c'était déjà une belle chose. Mais malheureusement, je l'ai passé un peu tard, quand je suis arrivé à Toulouse. Et là, j'étais déjà dans la pizza et donc j'ai fait le choix de quitter quand même avec ce grade qui était intéressant, parce que c'était le seul grade qui bloquait pour après arriver au sommet de la hiérarchie. Donc, je ne l'ai pas fait, j'ai fait le choix de partir dans la pizza. Si je l'avais eu à Fresnes, l'examen, si je l'avais passé à Fresnes, je serais peut-être resté dans les prisons, hein, parce que là, c'était un autre boulot, c'était autre chose. Il y avait de l'ambition, il y avait de l'évolution, de la promotion, c'était intéressant comme boulot. Hein. Voilà.
Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Fresnes pour la prison Saint-Michel de Toulouse? C'est une mutation spontanée ou bien... Oui, j'ai fait la demande pour partir à Toulouse parce qu'on était de Montauban et que bon, je trouvais que 7 ans à Paris, ça me suffisait. Et puis j'avais fait la demande depuis que j'avais 5 ans d'ancienneté, hein, chaque année. Mais bon, c'est par note, c'est par ancienneté, donc minimum c'était 7-8 ans pour pouvoir prétendre à une mutation. Donc tu as fait ta demande alors que tu avais 5 ans d'ancienneté, ouais. Et tu l'as eu alors que tu avais 7 ans de Fresnes. 7 ans de Fresnes. Tes parents étaient en vie? Oui, oui, bien sûr. Donc c'était l'occasion aussi de te rapprocher de... Ben voilà, c'est l'occasion de me rapprocher. J'ai fait la demande pour Montauban, qui était plus proche, puisque j'étais de Montauban. Cahors, bon, que je n'ai pas pu avoir parce que les postes étaient très chers. D'autres centres de détention? D'autres centres, maison d'arrêt c'était. Maison d'arrêt de Montauban, de Cahors, j'avais fait. Et puis bon, comme les postes étaient très prisés et qu'il y avait très peu de demandes, très peu de postes vacants, ben, je me suis tourné vers Toulouse. J'ai dit Toulouse c'est bien, c'est la grande ville, c'est pas loin de Montauban. Et on pourra faire peut-être autre chose que Montauban. Voilà. Alors donc tu es muté à Toulouse. Alors première entrée dans la prison Saint-Michel à Toulouse, quelle est ton impression? Une petite prison par rapport à ce que tu as Alors vécu. là c'est vrai que j'ai pas été surpris par la grandeur des murs. J'ai été surpris par la vétusté des bâtiments. Là j'ai eu peur. Parce que Fresnes c'était une prison qui était ancienne, mais qui était très belle. C'était des murs droits, en pierre, jolis. C'était propre, c'était net. Il n'y avait pas de rien qui traînait dehors dans les cours de promenade. C'était la rigueur. Fresnes, c'était la grande rigueur. Je suis arrivé à Toulouse, c'était la débandade à Toulouse. Il y avait du pain, des boîtes de conserve dans les cours qu'il fallait que les corvetiers ramassent tous les matins, bien sûr. Mais enfin, j'avais peur de choper le choléra quand je suis arrivé. J'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette toile? En plus, elle était pourrie comme tu le sais là. Elle était plus pourrie que ça parce qu'il n'y avait pas la rotonde. Donc là, j'ai dit, je ne sais pas où j'ai mis mes pieds, mais bon. Et en plus, j'ai quitté mon poste de chauffeur, où j'étais quand même bien, là-bas. J'étais habitué à plus faire de nuit, ni rien. Et je suis reparti en détention. Donc là, ça fait quand même drôle de revenir en détention, après 4 ans passés au garage. Donc j'avais trouvé la mutation, j'étais content d'être à Toulouse, mais je n'étais pas content du travail. J'aurais préféré le travail de Fresnes. Mais bon, on s'y habitue, et puis voilà, bon, j'ai pris mes marques, et puis j'ai passé vite l'examen de lieutenant, parce que je ne peux pas rester à travailler en détention comme ça. Et là je l'ai eu, et puis là j'ai attendu en 89, je l'ai eu. Et là, j'ai attendu des postes, j'en ai pas eu. Et puis, entre-temps, moi, j'avais monté une pizza et puis j'ai laissé tomber. Alors, on va y venir. J'étais chauffeur aussi par intérim à Toulouse, un petit peu. Oui. Hein, mais bon, il n'y avait pas de poste clé, quoi. Oui, alors, on va y venir. Ce que je voudrais, pour ne pas l'oublier, je voudrais que tu me racontes un tout petit peu, et on va revenir, tant pis, un peu en arrière, que tu me racontes un tout petit peu ton expérience de chauffeur avant finalement de venir à Toulouse. Donc, on fait une petite incartade en arrière. Donc, tu as été surveillant de prison, puis tu as été à Fresnes chauffeur. Alors, comment ça s'est passé? Quels sont tes souvenirs? Ah ben chauffeur, c'était... Moi j'aimais conduire, donc il est clair que quand j'étais au garage, on avait des plannings. Alors par exemple le lundi, on faisait la souricière, donc on avait un véhicule qui amenait les détenus au palais pour être jugés. Hein, donc ça c'était à tour de rôle. Donc le lundi on faisait ça, on amenait 20-25 personnes dans une bétaillère qu'on appelait. Hein, mais c'était des cages à poules pour les prisonniers, on avait les gendarmes avec nous, on les amenait à la souricière, on se garait, on attendait qu'ils soient jugés et on les ramenait le soir. Alors la souricière, c'est quoi? C'est le palais de justice à Paris. Qu'on appelle la souricière? Pas loin du quai des Orfèvres. Là. Pourquoi ça s'appelle la souricière? Parce que c'était le lieu où il y avait des cages partout, où les gens attendaient pour être jugés. Voilà, ça s'appelait la souricière. Voilà. D'accord, alors continue. Alors, après le mardi, ben, on était par exemple de permanence d'ambulance. Donc on avait une ambulance, donc s'il y avait des malades, une femme enceinte qui était à la prison, qui allait accoucher, alors on faisait permanence de 24 heures la nuit, chez nous. Hein, moi j'étais logé à un moment donné à Fresnes par nécessité de service, donc j'avais un logement sur place.
à 100 mètres du boulot. Donc là, on faisait des permanences de 24 heures, et si on nous appelait la nuit, on y allait, on allait à l'Hôtel-Dieu, la salle pétrière, en fait, dans tous les hôpitaux de Paris, pour amener les détenus quand il y en avait besoin. Que ce soit un, il se coupait les veines, l'autre, il avalait un couteau, il fallait l'amener vite à l'hosto pour lui faire enlever le couteau du ventre, parce qu'il manifestait quelque chose qui lui convenait pas. Et voilà, l'autre faisait la grève de la faim, enfin, il y avait toujours des cas, quoi. L'autre, il s'était battu, il avait foutu un coup de poing dans une vitre et il s'était pété, il s'était ouvert le bras. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Voilà, donc ça, on faisait ça. Ensuite, il y avait une journée où on était permanent, on restait au bureau. Et là, on attendait qu'il y ait des interventions. Soit il fallait aller chercher le procureur à Créteil pour l'amener à Fresnes, au Centre national d'orientation, pour la réduction de peine, à la prison de Fresnes. Soit on faisait des petites courses, et quand on n'avait rien à faire, on jouait au tarot. Là, on était 6, on était les champions du tarot. On jouait au tarot, et des fois même, on jouait même après le boulot. On y a joué des heures et des heures. Mais c'était comme ça, c'était en attendant de partir. Et ensuite, le jeudi et le vendredi, c'était les transferts de détenus sur toute la France. Donc là, à tour de rôle, c'est pareil. Il y avait un transfert sur Saint-Martin-de-Ré, ou alors il fallait partir à Nice, ou il fallait partout. Donc là, on était désignés, on partait 2 jours. Et là, on partait un jour et on revenait le lendemain. On amenait les détenus. À combien ? Ah ben ça dépend. Si c'était un transfert de 3 ou 4 détenus, ben, il y avait 2 ou 3 gendarmes, il y avait le chauffeur, un lieutenant, un chef d'escorte, et puis 2 gardiens qui les accompagnaient avec les gendarmes. Et là, on les amenait, et puis quand on les avait déposés, ben, on dormait là-bas et on repartait. Voilà. Après, on faisait le spécial numéro 3, là. Le spécial numéro 3, c'était tous les condamnés comme Mesrine, comme Biloquet, tous les grands truands qui passaient aux assises. Donc là, c'était tout seul dans l'ambulance, on l'amenait au palais de justice, il passait un jugement, des fois ça durait 15 jours les jugements, donc tous les jours on était affectés, on faisait le même, si on voulait, on le suivait tout le temps, on pouvait même suivre le procès si on avait envie, on pouvait le suivre. Mais on l'amenait, on se garait dans la souricière, là, dans le dépôt de la souricière, et puis là il y avait une salle où on jouait au tarot. On arrivait avec les gendarmes, on était escortés par les gendarmes tout le temps. Et donc on partait de Fresnes, on disait bon allez, là, 2 tons gyrophare, 13 minutes, Fresnes, le palais, il faut qu'on arrive les premiers, parce qu'après il n'y aura plus de place pour jouer au tarot. Il y avait une salle où on était une vingtaine à peu près, et les premiers qui arrivaient prenaient place, on jouait au tarot, on jouait au pognon, un peu, pas beaucoup, mais on animait un peu le jeu. Et avec la police, on jouait des fois 12 heures de fil, en attendant que les détenus soient jugés. Parce que des fois, on restait jusqu'à 11 heures le soir. Pourquoi ça s'appelait spécial numéro 3 ? Spécial numéro 3, numéro 2, numéro 1, ça dépend du degré de dangerosité du détenu. D'accord. Mesrine, il était numéro quoi ? Numéro 3, ouais. C'était les plus importantes, le numéro 3. Donc, revenons à la prison Saint-Michel, où tu es redevenu, si j'ose dire, un simple gardien avec des tâches que tu n'avais plus fait depuis plusieurs années. Tu te hâtes de passer un examen pour pouvoir échapper à ce régime. C'est ça, je me hâte de passer l'examen, mais entre-temps, il se crée un centre d'orientation, le CMPR, Service médico-psychologique régional, où on a un quartier vraiment dédié qui va garder des détenus fous, des gens qui sont plus ou moins fous, c'est une antenne de marchands à la prison Saint-Michel. Et là, ils demandent des volontaires et des gens qui ont fait des arts martiaux ou qui ont fait de la self-défense en priorité pour travailler dans ce quartier. Donc je me porte volontaire. Et là, tu en as fait ? Oui, j'en ai fait, oui. Et on se porte volontaire, enfin je me porte volontaire, on est 8 à être attitrés à ce quartier. Et on y travaillera, on travaillera que là, dans ce quartier pendant, j'ai fait ça durant 3 ou 4 ans. Il se situe où, ce quartier ? À côté, dans la première division, là, à Toulouse, au premier étage, il y avait un quartier qui avait été fait tout neuf, justement pour... Dans une des branches, dans une des 5 branches. Une des 5 branches. Et là, il y avait bien sûr le psychiatre, il y avait des infirmiers de marchands, une psychiatre de marchands, des psychologues, enfin, les alcooliques anonymes, enfin, il y avait tous les organismes prévus pour
pour rencontrer tous ces gens-là régulièrement. Voilà. Et là, bon, on était mieux, mais bon, c'était aussi dangereux, parce que, je sais pas si je te l'ai dit, là, mais il y avait l'homme au marteau, là, Guichou. L'homme au marteau, Guichou, c'était quelqu'un qui était de Toulouse, et sa femme l'avait quitté, et en guise de revanche, et toutes les femmes qui ressemblaient à la sienne, il voulait les tuer. Donc il en a tué 3 ou 4 dans les sous-sols de Toulouse, dans les années 90. Et donc il s'est retrouvé, bon, il était pas bien, hein, de toute façon, c'était un brave type de nature, mais il a pété les plombs, et donc il a regretté après, mais enfin il s'est retrouvé dans ce service, et là, on l'a eu, et puis c'est là où je racontais un peu que des fois il appelait, il dit j'ai envie de tuer, je te l'ai dit. Oui. Oui. Voilà. Et c'était la psychiatre qui pouvait il fallait très vite il fallait l'apaiser de suite. Il fallait très vite le mettre en relation avec la psychiatre qui trouvait les mots pour le calmer. Pour essayer de le calmer, de le remettre un peu sur terre. Tu as eu l'occasion dans ce service de te servir de ton savoir en arts martiaux, tu as eu besoin de te défendre? Ah oui, il a fallu, oui, des fois, parce que ça, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a des agressions. Bien sûr, il a fallu, oui. De temps en temps. Des agressions contre toi ou contre d'autres que tu as dû défendre? Des agressions de toutes sortes. Il peut y avoir contre nous, contre le personnel, contre des infirmiers, souvent. Contre des infirmiers, même contre les psychiatres. Qu'est-ce qu'il faut faire alors là? Ah ben là, il faut maîtriser le détenu sans lui faire trop mal. Et pour éviter qu'il fasse mal aux autres. On était là pour la sécurité, nous, avant tout. Voilà. Bon, après, si on est agressé, on se défend. On se défendait quand même, on ne se laissait pas faire. Voilà. Alors comment on fait pour se défendre? Quelqu'un, par exemple, il a sorti un couteau ou il a quelque chose comme ça. Comment tu fais? Il faut essayer de l'esquiver et de le désarmer. Donc on est toujours quand même 2, on était dans le service, donc on est quand même plus fort à 2 que tout seul. Et il fallait essayer de le désarmer, et puis surtout de le calmer peut-être déjà avant, lui dire attends, qu'est-ce que tu fais là, calme-toi, ça sert à rien, tu vas avoir plus à perdre qu'à gagner. Voilà, des fois on les apaisait comme ça, hein, parce qu'ils voulaient tuer l'infirmière ou n'importe qui, ou le collègue à côté. Donc voilà, on essayait de les calmer, quand il n'y avait pas moyen, il fallait qu'on essaye de les désarmer. Tu n'avais pas l'impression de vivre dans un monde parallèle, un peu? Ben, disons que ça devient une coutume. Hein. On ne se rend même pas compte. Hein. On ne se rend même pas compte. C'est vrai que quand on sort dehors de ce milieu, on se dit toujours, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous attaquer? C'est vrai que c'est un peu particulier. Mais bon, c'est une routine. Ça devient une routine. Je voulais te poser une question également. Quand tu as fait ton stage à Poissy et qu'on t'avait demandé de surveiller un atelier, il y avait eu une espèce de révolte, de mutinerie, tu avais donné l'alarme, et tu avais un petit peu craint dans un premier temps qu'il y ait eu des représailles à ton égard, et il n'y en avait pas eu. Oui, bon, parce que j'étais jeune. Ouais. J'étais jeune, je ne savais pas comment ça se passait. Et puis, je pense que le détenu, il est comme nous, hein, il est humain. Et à partir du moment où j'ai donné l'alarme, il savait très bien que j'étais là pour ça. Et puis qu'il n'avait pas lieu de m'en vouloir. C'est lui qui a fait la connerie, et puis il a assumé ses responsabilités. Point. Mais bon, quand on est jeune, on ne sait pas. On se dit, putain, il va peut-être nous en vouloir toute la vie. Il va nous choper dehors quand on va sortir ou rentrer. Alors que bon, parce qu'il sortait quand même en permission, même ses longues peines. De temps en temps, ça m'est arrivé, en arrivant de la gare de Poissy, un lundi matin, d'être en train de boire un café avant de sonner à la porte d'entrée. Et puis il y avait un détenu le patron me dit, tiens, vous avez le café qui est payé, quoi. Je connaissais personne. J'ai dit, comment? Non, mais je n'ai pas payé. Si, monsieur a payé. C'est moi, chef, je vous ai payé le café. Il me serre la main, parce qu'ils étaient contents. Voilà, il m'a serré la main, il m'a payé le café. Ils n'étaient pas méchants, en fait. Et puis les mecs qui sortaient, ils n'avaient pas intérêt à faire les cons quand ils avaient une permission, parce qu'ils avaient une permission tous les 3 ou 4 mois. Donc ils se tenaient bien, parce que sinon ils n'avaient plus rien. Donc tu penses que globalement, les détenus n'avaient pas d'animosité contre vous? Non, bon, après, il y a toujours des gens qui n'aiment pas les képis, hein, qui n'aiment pas la répression et qui n'aiment pas les forces de l'ordre. Ça, on n'y échappera jamais. Après, il y avait des gens qui étaient comme nous, qui n'étaient pas là pour nous juger. Hein, c'est pas nous qui sommes allés les chercher. Ils sont arrivés chez nous, donc ils s'inclinent et puis ils s'adaptent à la situation et puis à la rigueur et à la discipline
et à la sécurité. Bon, après, voilà, il ne faut pas non plus les chercher, il ne faut pas profiter de la situation, il ne faut pas abuser. Hein. Mais il y a pas chez une partie des détenus, il n'y a pas une espèce de détestation foncière, de détestation automatique des surveillants, des gardiens? Non, je ne crois pas, non. Franchement, non. Non. Au contraire, je trouve que... Un respect, plutôt. Ouais, ils avaient du respect pour nous. Ils étaient quand même... si on était correct avec eux, ils avaient beaucoup de respect. Ils étaient pas... On n'a pas... Moi, franchement, je ne peux pas dire... Bon, après, il y a la vraie crapule qui, lui, est prêt à tuer tout le monde. Hein. Comme celui qui avait tué Isabelle Rabou avec un couteau, là, les militaires de la BOMAP. Là. Ça, c'était des fous. Donc, des gens comme ça, c'est clair qu'il ne faut pas leur tourner le dos. C'est des dangers pour la société. Mais bon, ils sont rares, quand même. Ils sont rares. C'était important pour toi de savoir l'histoire du détenu que tu gardais? Ouais, j'aimais bien. Bon, on n'était pas là pour les juger, mais bon, j'aimais bien savoir à qui j'avais affaire. Il est clair que j'aimais savoir si c'était... Cet ancien de la BOMAP, par exemple, comment tu l'as su? Oh, parce que ça s'est passé en toute la presse, et quand il est arrivé avec 25 flics. Donc, il n'y a pas de problème, on savait. Et puis, on avait les fichiers de tous les gens qui rentraient, donc on connaissait les gens. On savait à qui on avait affaire quand ils rentraient, bien sûr. Tu faisais des cauchemars la nuit? Non, j'ai jamais fait de cauchemar.